Bonjour. On est au début des années 50 et la Navy, l'armée américaine navale, a besoin d'un avion. Voilà. Ils veulent un intercepteur. Tu vois, c'est le début de la guerre froide, ils commencent un peu à se friter avec les Russes. Et donc ils veulent un avion qui est capable de décoller vite et d'aller vite. Et là, dans les années 50, c'est compliqué parce que t'as deux types d'avions à l'époque. T'as les avions à hélice, tout ce qui est Spitfire, P-51 Mustang, tout ça. Avion à piston, ça accélère fort, ça monte fort, mais une fois en haut, ça se traîne le cul. T'as le deuxième type, c'est les premiers jets, tout ce qui est F-80, Messerschmitt 262, mais bon, ça c'était avant un peu. Et eux, ils décollent doucement, ils accélèrent doucement, mais une fois en haut, ils vont ultra vite. Voilà, donc c'est les meilleurs candidats à des interceptions, mais quand t'as une urgence, c'est quand même mieux de décoller vite, d'arriver vite à ton altitude. Et voilà. Donc il pose des questions un peu aux constructeurs, tout ça, au début des années 50. Et là, t'as Republic Aviation, une société américaine, qui répond avec le XF-84. Alors initialement, le projet était nommé Projet 3347 Turboprop Fighter, ou XF-106 à l'époque, enfin, c'était toujours le bordel les noms. Là, c'est XF84, F pour Fighter et X pour expérimental, comme le X15, comme le X1, le Bell X1. Je vais faire une vidéo sur le Bell X1, vous êtes pas prêts. Et alors, Republic Aviation, ils sortent un truc, mais c'est démoniaque, en fait. Voilà. En fait, l'avion en soi, il a une gueule, bon, correcte, à la limite, tu vois, un peu effilé, tout ça, c'est assez peu usuel pour l'époque. Mais il avait cette faculté de rendre les gens sourds. En fait, il faisait un bruit, mais c'est l'avion à hélice le plus bruyant de l'histoire, globalement, en fait. Voilà. Il était nommé le XF-84 Thunder Screech. Putain, j'arrive à le dire, excellent. Qui veut littéralement dire, en français, cri de tonnerre. C'est pas le coup de tonnerre, c'est cri de tonnerre, genre le cri, voilà. Vous avez déjà été en dessous de la foudre, ça fait du bruit. Bah lui, c'est ça constamment. Je vous expliquerai pourquoi. Pour vous dire un peu le niveau de bruit au sol, en gros, parfois ils faisaient des tests sur le sol, tu sais, plein de puissance, tout ça pour voir. T'as des mecs à côté des ingénieurs, ils sont devenus sourds, ils ont eu des séquelles pour ça. T'as un mec, il était dans un avion à côté, il est tombé tellement le bruit était fort, il s'est fait genre bousculer par le son, je vous expliquerai pourquoi aussi. Et t'as un mec, c'était tellement bruyant qu'il a fait une crise d'épilepsie. No fake, c'est vraiment avéré, tu lis sur Wikipédia, le mec a fait une putain de crise d'épilepsie. Le proto, l'avion, le prototype, on l'entendait à 40 km à la ronde. 40 km, genre, l'avion ligne, en haut, tu le vois passer, ça fait du bruit, hein. Tu l'entends un peu, mais il est à 12 km. 40 km, tu l'entends. Il faisait tellement de bruit au décollage ou quand il passait près de la tour de contrôle que les mecs dans la tour de contrôle ne pouvaient juste pas parler dans leur putain de micro pour discuter à la radio avec le gars. Du coup, ils parlaient en morse avec de la lumière. On en était là, à ce niveau d'handicap. C'est quand même hyper grave. Mais du coup, pourquoi est-ce que cet avion faisait autant de bruit? Enfin, c'est un avion hélice comme tous les autres. Vous avez vu des Cessna, ça fait du bruit, ok, mais pas à ce point-là. Et ben, en gros, le but de cet avion, comme je vous ai dit au début, la Navy, il voulait faire un avion qui aille vite. Et un avion hélice, pour qu'il aille vite, il faut que l'hélice tourne très vite. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot vite, c'est terrible. Sauf que une hélice, les derniers kilomètres/heure à choper, c'est un peu compliqué, parce que l'hélice, en fait, elle se heurte au mur du son, littéralement. T'as aucun avion à hélice qui a passé le mur du son, parce que l'hélice, pour générer de la poussée, elle arrive déjà à la vitesse du son elle-même. Et c'est ça qui générait ces bruits. En fait, elle tournait tellement vite qu'il y avait des parties de l'hélice qui étaient supersoniques, ou quasiment supersoniques. Et en fait, des ondes de choc se généraient autour des pales, et ça faisait un bruit d'onde de choc constant, d'où le son énorme, et d'où le mec qui s'est fait expulser dans l'avion à côté, parce que les ondes de choc, c'était tellement violent que le mec, ça l'a bousculé, genre. Donc le but ici, donc c'était, comme je viens de le dire, de faire tourner l'hélice le plus vite possible. Donc comment on fait ? Il y a 3 étapes. Premièrement, tu prends un avion un peu effilé, tu vois, qui peut aller vite, tout ça, qui a une forme faite pour. Deuxièmement, tu fous une hélice un peu petite, comme ça, elle peut tourner encore plus vite pour éviter justement les ondes de choc, parce que les ondes de choc sont liées à la vitesse, qui est liée à la vitesse angulaire de l'hélice. C'est chiant à expliquer ça. En gros, l'hélice, quand elle tourne, plus on est loin de l'hélice, plus les bouts de l'hélice devront faire une longue trajectoire pour faire des tours. Et donc, plus ton hélice est grande, moins elle a besoin de tourner vite pour atteindre des vitesses déjà énormes. C'est pour ça qu'il avait des petites hélices. Et donc ces petites hélices-là, elles devaient tourner super vite, naturellement comme je le dis depuis tout à l'heure. Et ils ont foutu 2 moteurs. Non, 2 moteurs, attention, c'est pas 2 moteurs comme le Dornier... Attends, c'est quoi déjà le modèle ? Le Dornier DO 335 qui avait 2 moteurs, une hélice devant, une hélice derrière.
Là, il a 2 moteurs de 2925 chevaux chacun. 5800 chevaux le truc. Non d'ailleurs non, 5900. Un avion à hélice, putain. Un avion à hélice, 2 moteurs, 5900 chevaux. 2 turbopropulseurs, faut que j'explique aussi comment ça marche. 2 turbopropulseurs, l'un derrière l'autre, avec un arbre qui fait tourner l'hélice, avec un petit réducteur devant parce que ça tourne quand même vachement vite, un turbopropulseur. Et donc les deux qui développaient une puissance absolument phénoménale. Le principe du turbopropulseur, c'est une turbine qui entraîne une hélice avec un énorme réducteur parce qu'une turbine ça tourne hyper vite, vraiment très vite, aux alentours de 15 000 tours minute, et l'hélice aux alentours de 2000 tours minute, donc c'est bien réduit. Et c'est ça la principale différence avec les moteurs à piston, c'est juste la vitesse de rotation du moteur en elle-même, parce que l'avion à piston, il a une vitesse du moteur qui correspond à la vitesse de l'hélice, alors que le turboprop, lui, pas du tout. Vous voyez les ATR 42 ou 72 que vous prenez au lieu de prendre le train, bande de vilains, et bah ces avions-là, ce sont des avions turbopropulsés. Alors que les Cessna 172 et les DR400, c'est des moteurs à piston, comme les Spitfire par exemple. Pour du turboprop, vous aurez en avion de chasse du Wyvern par exemple. Donc je reviens à mon propos, c'est terrible, je vais partout. Faire tourner l'hélice la plus vite possible en prenant un avion effilé avec 2 moteurs cumulés qui font 6000 chevaux plus l'unité des pilotes un peu barjots, et bah ça fait un avion qui marche. Mal, enfin il est pas fiable, mais il va vite en tout cas. Donc il y a un pilote, un jour il a dit ouais je suis allé à 1080 km/h avec. Sachant que les avions à hélice de l'époque, s'ils allaient à 800, ils étaient contents, hein, et encore. Voilà, 1080 km/h pour un avion hélice, c'est énorme, c'est quand même Mach 0,9 fois la vitesse du son. Et les avions de ligne aujourd'hui, ils vont aux alentours de 800 à 1000 km/h, mais eux c'est des jets, c'est normal qu'ils aillent vite. Hank Beard, un pilote de test de la société, qui a refusé, attends, tenez-vous bien, qui a refusé de revoler sur l'avion suite à quelques problèmes. Premièrement, l'avion était d'une fiabilité dégueulasse. Le mec a fait 11 vols. Il a dû se poser 10 fois en urgence à cause d'un problème de fiabilité. Genre le moteur était mort, je sais pas quoi était mort. Il a dit qu'à partir de 830 km/h, l'avion devenait un peu incontrôlable. En gros, il y a un phénomène qui se produit avec les avions à hélice. Quand l'hélice tourne... Attends, je vous fais un exemple. C'est un taille cru, pose pas de questions. Quand l'hélice tourne, elle induit une force, un couple en fait, sur le roulis de l'avion, qui a tendance, du coup, à tourner comme ça. Bon, je refilme cette séquence parce que j'ai dit que de la merde tout à l'heure. En gros, ce qui se passe, le roulis, pour le contrer, il faut mettre du coup du manche à gauche dans ce cas-là. Bon, vous voyez, voilà. Et l'avion du coup va se redresser, mais il y a une aile qui va générer plus de traînée que l'autre, vu que les volets seront asymétriques. Et donc, comme il y a de la traînée sur une aile et pas sur l'autre, il y aura un lacet qui va se créer. Et donc là, il va falloir compenser avec la queue. Également, l'hélice génère un énorme flux d'air qui va taper contre les parois de l'avion, donc que ce soit les ailes, le fuselage, la queue, la profondeur, tout ça, ce qui va un peu amplifier le phénomène. Du coup, à 1130, je vous laisse gérer le truc, hein, bonne chance. Moi perso, je fais pas. D'ailleurs, je ne pilote pas. Enfin, si, les planeurs, mais c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le sujet qui est vachement cool. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a Marcel Bloch, Marcel Dassault en fait, avant qu'il change de nom, qui a créé le MB-157. Et cet avion, en fait, il avait un moteur, un châssis de moteur orienté à 2,5 degrés pour contrer le lacet induit par l'hélice. C'est génial, du coup le pilote avait juste à compenser le roulis. Pour revenir rapidement au niveau de fiabilité, vers la fin des tests, les mecs, ils en avaient tellement marre de perdre de se chier dessus avec l'avion, qu'ils sortaient en permanence la Ram Air Turbine. En gros, c'est le principe de... Je sais pas si vous voyez sur les avions de ligne, parfois, en fait, quand les moteurs ne marchent plus, ils fournissent plus d'électricité à l'avion. Et du coup, il y a une sorte d'hélice qui sort de l'avion, qui s'entraîne avec la vitesse. Là, c'est le même principe, mais un peu plus petit avec l'avion. Et comme le moteur tombait tout le temps en panne, bah au moins ils avaient l'électricité pour au moins avoir les commandes, la radio, etc. La radio d'ailleurs, s'ils s'entendaient, mais bon, si le moteur était mort, normalement ça va. Donc en tout, il y aura eu 2 prototypes de ce modèle-là. Les mecs se sont dit quand même c'est un peu dur, et puis les jets commençaient à être un peu plus performants. Et malheureusement, le projet s'arrêtera en 1956, un an seulement après son premier vol, en 1955. C'est
un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on peut pas, ils ont pas de budget pour ce genre de choses, très clairement. C'est un peu con que cet avion soit aussi peu connu, je l'ai découvert il y a assez peu de temps, sur une chaîne d'ailleurs qui est super, qui s'appelle Real Engineering, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait pour faire cette vidéo. Voilà tout, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettez des commentaires, il y a sur la vidéo sur le Sabre Draken, je suis hyper content, il y a eu plein de gens qui ont mis des commentaires. J'ai dit quelques conneries, donc n'hésitez pas à les lire, voilà, il n'y a pas de souci du tout, c'est normal de faire des conneries, c'est mes premières vidéos, il faut bien apprendre à chercher. Si j'ai redit des conneries, dites-le moi, frappez-moi avec un... Non, s'il vous plaît. Bref, n'hésitez pas à me dire ce qui va bien, ce qui va pas, soyez bienveillants, je serai aussi bienveillant avec vous, il n'y a aucun problème, qu'on discute, ça va hyper bien. Bref, je vous dis à la prochaine, et peut-être des nouvelles vidéos sur des avions qui vont un peu vite.